On pense souvent que les célébrités ont une vie facile et confortable car elles gagnent beaucoup d'argent et sont admirées par des milliers, voire des millions de fans. Mais de temps en temps, une célébrité se retrouve impliquée dans un mystère que le public ne découvre qu'après qu'il ait été résolu et que les détails aient été révélés au grand jour par les médias. Sean Combs, l'ancien rappeur également connu sous le surnom de Diddy, a fait la une des journaux cette dernière année pour de très mauvaises raisons, puisqu'il a été reconnu coupable de crimes bien trop odieux pour être mentionnés ici. Ce n'était cependant pas la première fois qu'il se retrouvait du mauvais côté de la loi, puisqu'il avait également été arrêté en 1999 à la suite d'un incident survenu à Manhattan, alors qu'il était en compagnie de sa petite amie de l'époque, la chanteuse Jennifer Lopez, entre autres. L'incident a eu lieu le 26 décembre de cette année-là, lorsque Combs et Lopez se rendaient en voiture de East Hampton à New York, à Manhattan, où ils prévoyaient de retrouver quelques amis et connaissances dans une boîte de nuit appelée Club New York. Au début, la soirée s'est déroulée comme prévu et tout le monde semblait passer un bon moment. Mais vers 2h30 du matin, la situation a changé lorsqu'un coup de feu a été tiré à l'intérieur du club. 3 personnes ont été blessées sans gravité et la police a été appelée. Des ambulances sont arrivées pour prendre en charge les blessés. Et des témoins ont dit aux enquêteurs qu'un SUV noir avait quitté le club rapidement après l'incident. La police a réussi à retrouver le véhicule et lorsque le conducteur a été arrêté, les occupants se sont révélés être Combs, Lopez, Jamal Barrow, qui était le protégé de Combs, et le garde du corps de Combs, Anthony Jones. On apprendra plus tard que le véhicule a été repéré car Dale Fenderson roulait vite et a brûlé un feu rouge. En s'approchant de la voiture, les agents ont remarqué une arme à feu bien en vue qui a été envoyée pour analyse et s'est avérée être la même arme utilisée lors d'un vol à main armé en Géorgie. Lors de l'interrogatoire, les 4 occupants ont affirmé ne pas avoir de permis pour l'arme à feu. Lorsque l'incident a été examiné, il a été révélé qu'un homme nommé Matthew Allen avait lancé un rouleau de billets froissé sur Combs après que la boisson de Matthew Allen ait été renversée. Les 3 hommes ont été arrêtés et Lopez a été autorisé à partir, ne semblant pas impliqué dans l'altercation. Combs, Jones et Barrow ont été longuement interrogés et ils ont été inculpés de possession illégale d'une arme à feu et d'agression. Combs et Jones ont également été accusés de tentative de corruption car la police a découvert qu'ils avaient essayé de convaincre Fenderson de dire aux autorités que l'arme lui appartenait. On lui avait promis un paiement de $50 000 mais il a refusé l'offre. Au début, on a supposé que Combs avait tiré avec l'arme à feu, puisque des témoins affirmaient l'avoir vue dans sa main à un moment donné. Elle a ajouté qu'elle avait ensuite vu Combs et Barrow ouvrir le feu avant d'être touchés. Une fois l'affaire close, Combs et Jones ont été acquittés de toutes les charges. Après son acquittement pour tentative d'homicide et agression, Barrow a été reconnu coupable de possession d'armes à feu et de mise en danger d'autrui. Il a finalement été condamné à 10 ans de prison, et il est actuellement le chef de l'opposition à la Chambre des représentants et le chef du Parti démocratique uni au Belize. Le célèbre acteur Christian Bale est né à Haverfordwest, dans le sud du pays de Galles. Son père, David, était homme d'affaires, militant, et sa mère, Jenny James, travaillait comme artiste de cirque. Il a passé une grande partie de son enfance à déménager d'un endroit à l'autre après que sa famille a quitté le pays de Galles alors qu'il avait 2 ans. Il a voyagé au Portugal, aux États-Unis et à Bournemouth, en Angleterre. À seulement 13 ans, il a fait ses débuts au cinéma en apparaissant dans le film de Steven Spielberg, Empire du Soleil. Ce qui a suivi, c'est une carrière très réussie à la télévision et au cinéma, au cours de laquelle il a joué dans des productions comme Anastasia, Le Mystère d'Anna et Heart of the Country. Il est surtout célèbre pour son rôle de Batman dans la trilogie The Dark Knight, mais il a aussi joué dans American Psycho, The Fighter et Equilibrium. Il a aussi fait la une en 2008 après une altercation verbale avec le directeur de la photographie Shane Uribet pendant le tournage de Terminator Renaissance. Un enregistrement audio de sa diatribe contre Shane est vite devenu viral et Bale a ensuite présenté ses excuses pour son comportement, attribuant son emportement au stress causé par la fin du tournage. En dehors de cet incident, Bale n'est pas connu pour les controverses, mais il lui est arrivé une fois de se retrouver du mauvais côté de la loi. L'incident a eu lieu la même année que son altercation avec Shane, mais il était bien plus grave. Sa mère et sa sœur Sharon se sont rendues dans un commissariat de police dans le Hampshire le 22 juillet 2008 pour porter plainte contre lui. La veille au soir, Bale et les 2 femmes passèrent du temps ensemble dans sa suite à l'hôtel Dorchester sur Park Lane à Londres.
Elles ont affirmé qu'au cours de la nuit, une dispute sur une affaire familiale a éclaté et que Bale est devenu agressif. Il a crié et selon Jenny, a totalement perdu son sang-froid quand elle a évoqué sa relation avec sa femme. Après la plainte, l'affaire a été confiée à Scotland Yard et Bale a accepté de se présenter volontairement au commissariat. Il a été interrogé plusieurs heures avant d'être libéré sous caution. En quittant le commissariat, des dizaines de journalistes ont couru après sa voiture pour tenter de lui parler. Il est retourné à Dorchester et il sera révélé plus tard qu'il avait été autorisé à assister à la première de The Dark Knight avant d'être arrêté, car la police estimait qu'il serait injuste de gâcher l'événement en le plaçant en garde à vue. Jenny a affirmé que Bale l'avait soit poussé, soit frôlé pendant l'altercation, mais elle a déclaré qu'elle n'avait pas été blessée lors de l'incident. Lorsqu'on lui a demandé ce qui s'était passé, elle a déclaré aux médias qu'il s'agissait d'une affaire de famille et qu'elle n'en discuterait pas avec la presse. Bale a fait une déclaration à son avocat, mais a refusé d'en parler, jugeant l'affaire trop personnelle. En fin de compte, les charges contre Bale ont été abandonnées car le tribunal n'a pas trouvé de preuves suffisantes pour le condamner. Et la famille a depuis tourné la page sur l'incident lorsqu'ils ont finalement recommencé à se parler en 2019 après une querelle de 10 ans à propos de l'affaire. Jason Mewes sera à jamais reconnu comme la moitié la plus expressive du duo emblématique, Jay et Silent Bob. Il est né à Highlands, dans le New Jersey, en 1974 et a eu une enfance difficile car il n'a jamais connu son père et a été élevé par sa mère qui luttait contre une dépendance aux substances illicites. Des décennies plus tard, il a raconté en interview comment sa mère et lui prenaient des chambres d'hôtel où elle volait le téléviseur pour le revendre. Parfois, il parcourait la ville en voiture pour voler du courrier dans les boîtes aux lettres, espérant y trouver de l'argent ou des objets de valeur à revendre. Grâce à cela, Mewes avait au départ une aversion profonde pour les substances illégales, mais une fois adulte, il a fini par en consommer lui-même et est devenu dépendant. Il reconnaîtra plus tard que ses problèmes ont débuté peu après l'obtention de son diplôme, alors qu'il était déjà le meilleur ami de sa célèbre co-vedette, Kevin Smith. Alors qu'il travaillait comme couvreur, Mewes a décroché un rôle dans le film Clerks, dans lequel il a incarné le personnage de Jay pour la première fois. Lorsque le film s'est avéré être un immense succès, lui et Kevin Smith étaient en bonne voie pour des carrières prometteuses, puisque Mewes a repris le rôle dans les films Mallrats, Chasing Amy, Dogma, Jay et Silent Bob contre-attaque, et Clerks 2. Lui et Kevin Smith ont aussi joué dans la série canadienne Degrassi, la nouvelle génération. Le duo est rapidement devenu célèbre dans le monde entier. Et en 2009, Mewes a épousé Jordan Monsanto. Bien que sa carrière ait prospéré, Mewes faisait encore face à des problèmes de dépendance. Au lieu de blâmer son succès à Hollywood, il a affirmé que ses problèmes avaient commencé bien avant sa célébrité et qu'il n'avait à blâmer que lui-même. Un jour de Thanksgiving, Mewes était censé passer la journée avec Smith et sa famille, mais Smith a refusé de le laisser venir car il était sous l'influence d'une substance. Cela a servi de signal d'alarme et il a décidé de se sevrer avec le soutien total de Smith. Mais comme c'est si souvent le cas, il a rechuté après plus de 4 ans de sobriété et a été arrêté. Une audience avait été fixée, mais il ne s'est pas présenté et a été déclaré disparu. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui et des fans du monde entier espéraient qu'il soit retrouvé sain et sauf. En évoquant cette arrestation, la police du New Jersey a indiqué l'avoir intercepté après avoir vu qu'il roulait avec l'airbag déployé. En s'approchant de la voiture, ils l'ont vu cacher un paquet dans le sac de sa petite amie et lors de la fouille, une substance illégale a été trouvée. Il a accepté un accord qui l'obligeait à suivre une thérapie, à effectuer 200 heures de travaux d'intérêt général et à payer une amende de $1000. Il a disparu à ce moment-là, et pendant 10 mois, personne ne savait où il était, ni ses projets. Plusieurs personnes lui ont demandé de rentrer ou de confirmer qu'il allait bien, mais il reste introuvable. Finalement, il a décidé de se rendre aux autorités du New Jersey. Il a plaidé coupable de non-respect de sa probation, et on lui a ordonné d'intégrer un programme de réhabilitation pendant 6 mois, ce qu'il a fait. Et il est maintenant sobre depuis 14 ans. En 2010, Jarrell C. Jones, mieux connu sous son nom de rappeur Jaquan, a inexplicablement disparu, suscitant une grande inquiétude parmi ses fans. Le mystère a été résolu plus tard lorsqu'il a expliqué sa disparition dans une vidéo mise en ligne sur son compte YouTube.
Jeune homme, Jones avait souvent des ennuis parce qu'il ne se rendait pas à l'école. À 12 ans, il a été expulsé de la maison car sa mère est devenue plus stricte sur sa présence à l'école, mais il n'a pas respecté les règles. Il a dû vivre quelque temps dans les rues de Saint-Louis, Missouri, car sa famille, dont la grand-mère de son frère, a refusé de l'accueillir. Il a finalement trouvé un endroit où rester chez son oncle, mais il a dû dormir dans la voiture de son oncle, une Buick. Dans ces dernières années, il a déclaré que c'était l'une des périodes les plus difficiles et les plus sombres de sa vie, et qu'il ferait toujours en sorte de ne jamais se retrouver dans la même situation. Il est même allé jusqu'à dire qu'il ne retournerait jamais à Saint-Louis, car il trouve la région trop effrayante à cause de ses expériences d'enfance. En 2004, il a commencé à faire sensation dans l'industrie musicale lorsqu'il a sorti la chanson Tipsy, qui figurait sur l'album Hood Up. Et à partir de là, sa carrière a décollé et il a interprété de la musique pour la bande originale du film XX, XX State of the Union. Il a commencé à collaborer avec d'autres artistes comme Bow Wow et a fondé son propre label appelé Hood Up Music. En 2009, il a sorti l'album Hood Up 2,5 et sa base de fans n'a fait que grandir à partir de là, puisqu'il est apparu dans Saturday Night Live et dans l'émission d'Andy Milonakis. Mais en mars 2010, le label a annoncé que Jones avait soudainement disparu et que personne n'avait pu le contacter ou le retrouver. Un mois après sa disparition, son manager Dorian Washington a déclaré à la presse que Jones avait un comportement erratique depuis un certain temps avant de disparaître, suscitant de grandes inquiétudes pour son bien-être. Il a ajouté qu'il n'avait pas parlé depuis longtemps, mais qu'il lui avait envoyé des emails et appelé plusieurs fois depuis le début prévu de la tournée promotionnelle, sans jamais obtenir de réponse. Il a même essayé de contacter Smith via ses comptes sur les réseaux sociaux, mais sans succès. Le coprésident du label, Tony Butcher, a lancé un appel aux fans de Jones pour qu'ils aident à le retrouver, et un compte Twitter a été créé afin qu'il puisse sensibiliser le public à sa disparition. Un mois s'est écoulé sans aucune nouvelle du rappeur, mais le 4 mars 2010, Jones a contacté le label pour annoncer qu'il était vivant et en bonne santé. Il a ensuite réalisé une vidéo sur YouTube dans laquelle il expliquait pourquoi il avait soudainement disparu. Dans la vidéo d'un peu plus d'une minute, toujours disponible sur YouTube, il a affirmé ne jamais s'être vu comme une personne disparue et que l'industrie musicale avait exagéré les rumeurs sur l'incident. Il a expliqué avoir réalisé la vidéo pour sensibiliser aux personnes disparues, afin que les efforts pour le retrouver soient dirigés vers des cas non résolus plus importants. Il expliquera plus tard qu'il s'est éloigné de sa vie chargée, épuisé émotionnellement, spirituellement et professionnellement, estimant que sa maison de disques ne le soutenait pas assez. Le mystère a finalement été résolu, et aujourd'hui, Jones continue de diriger son label tout en travaillant également dans les industries de la mode et du cinéma. John Michael Osborne est mieux connu sous son nom de scène Ozzy, et il est encore aujourd'hui considéré comme l'un des musiciens de heavy metal les plus influents de tous les temps. Certains fans affirmant que lui et son ancien groupe Black Sabbath sont responsables de la création du genre. On peut dire que le chanteur charismatique a eu une vie très intéressante, qui a influencé plus d'une génération de musiciens, et sa disparition en 2025 a entraîné des milliers d'hommages venus du monde entier. Bien qu'Ozzy ait certainement été célèbre pour sa carrière musicale, lui et sa famille ont gagné encore plus d'admirateurs grâce à leur émission de télé-réalité, The Osbournes, qui suivait lui et sa famille dans leur vie quotidienne. Cependant, en 2024 et 2025, sa santé a commencé à se détériorer. Et le 5 juillet 2025, Ozzy a donné son dernier concert intitulé Back to the Beginning à Birmingham en Angleterre, avec la formation originale de Black Sabbath. Aujourd'hui, les fans se rappellent souvent certains des événements presque incroyables que le chanteur a vécu au cours de sa vie, y compris les nombreuses fois où il a apparemment disparu sans laisser de traces, pour ensuite revenir ou être retrouvé plus tard. Le plus célèbre de ces incidents s'est produit en 1978, alors que Black Sabbath était en tournée avec un autre groupe très connu, Van Halen. Ozzy et David Lee Roth, chanteur de Van Halen, s'entendaient très bien et selon Roth, ils ont beaucoup bu et consommé des substances illégales ensemble à Memphis. Leur prochaine étape serait Nashville, et un matin, après une autre nuit de fête, Roth s'est rendu compte que les deux groupes devaient se préparer à partir pour la ville suivante. Lui et Ozzy sont partis chacun de leur côté. Roth disant qu'il allait se rafraîchir avant de partir, et Ozzy affirmant qu'il le retrouverait plus tard à Nashville. Roth a ajouté que lui et son groupe sont finalement arrivés à leur hôtel à Nashville, qui ressemblait étonnamment à celui de Memphis, tous deux appartenant à la chaîne Marriott.
À midi ce jour-là, Roth a décidé de dormir un peu. Et ce soir-là, Van Halen a assuré la première partie de Black Sabbath. Une fois leur concert terminé, le groupe se détendait en coulisses lorsque 2 agents de sécurité et 2 membres de Black Sabbath ont fait irruption dans la pièce, demandant si quelqu'un avait vu Ozzy. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Memphis, sans que personne ne sache où il était allé. On a craint un moment qu'il ait été kidnappé, car il n'avait pas rejoint sa chambre d'hôtel. Le spectacle principal a dû être annulé lorsque le moment est venu pour le groupe de monter sur scène, puisqu'il n'y avait toujours aucune trace du chanteur, et les fans ont été extrêmement déçus. Certains ont suggéré qu'il avait été enlevé par une secte, mais la vérité a vite éclaté et le mystère a été résolu. Vers 6h30, Ozzy est soudain entré dans la chambre d'hôtel pour saluer ses camarades et expliquer ce qui s'était passé. Il était resté à l'hôtel tout ce temps, mais à son arrivée, il avait sorti de sa poche la clé de l'hôtel précédent, presque identique, et s'était rendu dans la mauvaise chambre. Là, il a trouvé une femme de ménage nettoyant la chambre et l'a chassée avant de sombrer dans un profond sommeil bien nécessaire. C'est en discutant avec ses camarades qu'il a réalisé avoir manqué un concert, et le groupe est revenu plus tard à Nashville pour se rattraper auprès des fans. Le rappeur Theophilus Musa London était né à Port of Spain, à Trinité et Tobago. Mais alors qu'il était encore enfant, sa famille a déménagé à New York, puis plus tard à Mount Pocono, en Pennsylvanie. Il a donné sa première prestation en public à Flatbush, Brooklyn, à l'âge de 16 ans en 2002. 3 ans plus tard, il a choisi de se consacrer entièrement à la musique. Il a sorti des mixtapes en 2008, 2009 et 2010, et il a entamé sa première tournée en 2009. Il a ensuite signé avec Warner Bros. Records et a sorti son premier EP, intitulé Lover's Holiday, en février 2007. En 2011, il a été annoncé que London ferait partie des têtes d'affiche du Northside Festival à Brooklyn. Et cette année-là, il a joué au Festival international de jazz de Montréal. Plusieurs médias de renom ont commencé à prédire qu'il aurait une carrière extrêmement réussie. La même année, il a fait une apparition dans la série télévisée 90210 et a gagné un public encore plus large. En 2012, il a commencé à s'intéresser à l'industrie de la mode et il a fini par se produire dans des lieux comme Monaco, où la famille princière locale était présente. Pendant cette période, il est devenu ami avec le rappeur Kanye West et on pouvait souvent les voir faire du shopping et dîner ensemble. Ils ont aussi voyagé ensemble au Mexique et sont vite devenus de bons amis. West a été le producteur exécutif de l'album de London Vibes et London a acheté une maison à Palm Springs, en Floride, où il a travaillé sur le projet pendant plus d'1 an. L'album a reçu peu d'attention, avec seulement 3000 ventes la première semaine. En 2014, il est apparu dans The Late Show with David Letterman et sa carrière semblait prendre la bonne direction. Mais en décembre 2022, cela semblait avoir changé. Sa famille a signalé à la police qu'il n'avait pas vu ni pu contacter London depuis octobre de cette année-là. Ils ont ajouté que la dernière fois que le rappeur avait été vu, c'était vers midi le 25 octobre dans le quartier de Skid Row à Los Angeles, et ils ont lancé un appel à toute personne ayant des informations sur l'endroit où il se trouve afin qu'il puisse être retrouvé. Sa famille a publié plusieurs déclarations à son intention, promettant de poursuivre les recherches jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. Il a également été noté qu'il n'avait rien publié sur ses réseaux sociaux, ce qui était très inhabituel de sa part. Et c'est pourquoi sa famille craignait qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de grave. Le département de police de Los Angeles a lancé une enquête, mais n'a pas réussi à le retrouver. Ses amis et sa famille ont continué à le chercher, et finalement, leur persévérance a porté ses fruits. Le père de London a indiqué que, tandis que ses amis le cherchaient, ils l'ont vu marcher dans l'ouest de Los Angeles. Sa famille a expliqué qu'il retournerait à New York pour assister aux funérailles de sa grand-mère, après quoi il pensait qu'il retournerait à Trinité et Tobago pour se rétablir. Ils ont ajouté qu'il était dans un état psychologique fragile lorsqu'il a été retrouvé, mais aucun autre détail n'a été communiqué, et ce qui est arrivé à London pendant sa disparition reste inconnu. Pour beaucoup de gens, Cassie Kassim était une légende à part entière. Beaucoup ont grandi avec sa voix familière à la radio, mais il est aussi connu comme acteur puisqu'il a prêté sa voix reconnaissable à Shaggy Rogers dans la série animée pour enfants Scooby-Doo. Mais il est surtout connu pour avoir présenté l'émission de radio American Top 40 plus de 20 ans, ce qui l'a rendu célèbre. Il a épousé sa première femme, Linda Myers, en 1972, et ils ont eu 3 enfants ensemble.
Mais cette relation a pris fin 7 ans plus tard. En 1980, un an après la finalisation de son divorce, il a épousé l'actrice Jean-Charlotte Thompson, avec qui il a eu un enfant. Mais en 2013, la vie de Cassim avait pris une tournure tragique lorsqu'il a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson et plusieurs autres maladies chroniques, et sa famille a commencé à se disputer entre eux. En octobre de cette année-là, ses 3 enfants aînés ont commencé à manifester devant la maison de Beverly Hills pour protester contre Jeanne, qu'ils accusaient d'empêcher leur père de les voir depuis 3 mois à ce moment-là. Jeanne et les enfants de Cassim sont passés devant le tribunal qui a décidé d'établir un calendrier de visite entre Jeanne et ceux de Cassim. Mais avant que cela ne puisse être fait, il a été rapporté que Cassim avait disparu. Et ses enfants étaient dans un état de détresse car ils savaient que sa santé se détériorait rapidement. Ils ont dit à la police qu'ils l'avaient vu pour la dernière fois lors d'une visite à l'hôpital de Santa Monica le 6 mai, et un juge a ordonné qu'une enquête soit ouverte pour le retrouver. Ses amis et sa famille se sont montrés très présents dans les médias au sujet de sa disparition, et ils n'ont pas hésité à blâmer Jeanne, affirmant qu'à ce stade, Cassim avait peur d'elle depuis des années. Jeanne, via son avocat, a estimé que la présence des enfants de Cassim le troublerait et a refusé d'indiquer où se trouvait leur père. Il se demandait s'il recevait les soins dont il avait besoin. Sa première épouse, Linda, affirme aussi que Jeanne l'isolait du monde extérieur depuis un moment et empêchait toute visite. On apprendra plus tard qu'après la visite de ses enfants à l'hôpital, Jeanne est venue et a fait sortir Cassim alors qu'il avait encore sa perfusion et sa sonde. L'avocat de Jeanne a révélé que Cassim avait été emmené hors du pays, mais n'a pas pu fournir plus de détails. On a soupçonné qu'il avait été emmené dans une réserve indienne, car le neveu de Jeanne l'a entendu dire au téléphone qu'elle avait besoin d'une réserve avec une piste d'atterrissage. Jean, entre-temps, a déclaré à la presse que les enfants de Cassim avaient détruit sa vie, ainsi que la sienne et celle de leur enfant. Elle a aussi affirmé qu'ils avaient orchestré une campagne médiatique et judiciaire qui a terni la réputation de Cassim et l'a présenté comme un monstre qui les empêchait de voir leur père. Privés d'alternative, ces enfants ont saisi le tribunal et obtenu une perquisition ordonnée dans une maison de l'État de Washington. Les adjoints du shérif du comté de Kitsap ont perquisitionné et trouvé Cassim avec Jeanne, qui a expliqué qu'il rendait visite à des amis. Après le décès de Cassim en 2014, les deux familles ont continué à se battre devant les tribunaux. En 2019, ils ont choisi de régler leurs différends à l'amiable, hors tribunal. Le célèbre acteur Nick Stahl est né au Texas en 1979. Il n'a jamais connu son père, homme d'affaires ayant quitté la famille avant la naissance de Nick Stahl, et ils ont ensuite déménagé à Dallas. Là-bas, sa mère faisait tout pour s'occuper de lui et ses frères et sœurs, mais survivre était un combat quotidien. En 1991, à l'âge de 12 ans, Nick Stahl a été choisi pour jouer dans le film Stranger at My Door, et l'année suivante, il est apparu dans Woman with the Past. Sa carrière a décollé à 13 ans quand il a été choisi pour le film de Mel Gibson, L'homme sans visage. Mais son apparition dans Terminator 3, le soulèvement des machines, a permis à sa carrière d'atteindre de nouveaux sommets, et il était bien parti pour devenir un acteur à succès. En 2003, il a obtenu le rôle principal dans la série télévisée Carnaval, qui bénéficie encore aujourd'hui d'un statut culte malgré son annulation après la 2e saison. Il a épousé l'actrice et chanteuse Rose Murphy en 2009, mais ils ont divorcé en 2019 après avoir été séparés pendant 7 ans. Bien qu'il ait continué à apparaître au cinéma et à la télévision, sa vie personnelle a commencé à prendre une mauvaise tournure lorsqu'il a dû entrer en cure de désintoxication pour alcoolisme en 2007 et 2009. Et en 2016, il a été déclaré disparu par Murphy. Elle a indiqué avoir demandé une pension alimentaire pour leur enfant unique et précisé qu'elle aurait la garde exclusive, tandis que Stahl pourrait l'avoir 8 heures d'eau par semaine. Il devait également passer un test de dépistage de substances interdites 24 heures avant chaque visite, mais il a soudainement disparu sans dire à personne quels étaient ses projets. À ce moment-là, il avait déjà été arrêté 2 fois, dont une pour possession d'une substance illicite, et il était devenu évident que sa vie avait encore pris un nouveau détour. Pendant tout ce temps, Stahl avait tout fait pour rester sobre, mais il rechutait souvent. Cette fois-ci, la police a comparé son cas à de nombreuses autres enquêtes sur des personnes disparues, affirmant que beaucoup de ces cas impliquent une séparation d'avec leur famille associée à la consommation d'alcool ou de substances illégales. Il a aussi été noté que Stahl avait commenté sa période en tant qu'enfant acteur.
Il estimait que cela avait déformé son sens de l'identité, et que cela l'avait laissé dans ce qu'il décrivait comme une sorte de limbe, puisqu'il n'était ni pleinement intégré au milieu du cinéma, ni à la vie que menaient ses amis et sa famille. La police a publié un communiqué dans lequel elle assurait à ses fans qu'elle faisait tout son possible pour retrouver Stahl, et elle a ajouté qu'elle avait déjà reçu quelques pistes qui étaient en cours de vérification. Un détective a déclaré que Stahl essayait de régler certains problèmes personnels, et il pensait que cela avait un lien avec la disparition de l'acteur. On apprend cette fois qu'il avait intégré un centre de désintoxication où il a finalement été retrouvé. C'était la deuxième fois que Stahl avait disparu dans des circonstances très similaires. Mais aujourd'hui, sa vie est très différente. Il est sobre depuis 2007 et il est retourné vivre au Texas. Il considère désormais sa sobriété comme sa priorité principale. Et il a parlé ouvertement de ses difficultés avec l'addiction dans l'espoir d'inspirer d'autres personnes à demander de l'aide lorsqu'elles en ont besoin. Le nom Fan Bingbing n'est peut-être pas familier pour la plupart d'entre nous, mais en Chine, l'actrice est devenue un nom connu de tous, car elle est considérée comme l'une des principales actrices du pays. Elle est originaire de la ville de Qingdao, et enfant, elle est tombée amoureuse de la scène en regardant son père chanter lors de concours. Il le faisait pour gagner un peu plus d'argent pour leur famille, mais elle était aussi inspirée par sa mère, qui était danseuse. Ayant remarqué l'amour de Fan pour les arts, sa mère a organisé des cours de flûte et de piano pour elle. Elle a été admise dans la classe des talents du lycée numéro 1 de Yantai, après que ses aptitudes musicales et vocales furent reconnues. Elle a passé une partie de son enfance à vivre chez son professeur de flûte, car ses parents n'avaient pas beaucoup de temps pour s'occuper d'elle pendant qu'ils géraient leur entreprise de vêtements. Durant cette période, elle a été nommée chef d'orchestre de son école, renforçant ainsi son amour pour la musique. Mais elle voulait aussi devenir actrice. Après un accident de voiture l'ayant hospitalisée 3 mois, elle a raté son examen d'entrée. Elle a décidé de ne pas rester une année de plus à l'école et plutôt, elle a postulé à l'École des Arts de Shanghai. Elle a été immédiatement acceptée et à l'âge de 15 ans, elle est devenue l'une des plus jeunes élèves de l'école. Elle a fait sa première apparition à la télévision dans une série appelée Femme puissante, puis a décroché un autre rôle dans Ma princesse bien-aimée. Ceci est son rôle clé, la série ayant connu un succès immédiat et Fan étant devenue célèbre. Ses parents ont fermé leur entreprise de vêtements et ont déménagé à Pékin, où ils sont devenus ses agents. Sa carrière lancée, Fan a joué de nombreux autres rôles et s'est aussi intéressée au chant. Elle a sorti son premier album studio intitulé Just Begun en 2005, après les 3 singles qui avaient été publiés quelques années plus tôt. Mais en 2018, elle a disparu sans explication. En juin de cette année-là, elle a publié un message sur le site Weibo où elle comptait plus de 60 millions d'abonnés. Elle a parlé du travail caritatif qu'elle avait accompli avec l'hôpital pour enfants. Mais elle a ensuite semblé disparaître tout simplement. Immédiatement, les gens ont commencé à spéculer que sa disparition était liée à un scandale précédent dans lequel Fan avait été accusée d'utiliser des contrats yin-yang. Elle a été accusée de déclarer de petits contrats aux impôts tout en recevant secrètement un contrat bien plus important des studios de cinéma. Cela a été révélé après la fuite de certaines informations sur les réseaux sociaux chinois et la police a annoncé que Fan serait poursuivie en justice. Peu après la publication de cette nouvelle par un média, elle a été supprimée et le gouvernement chinois a refusé de commenter où se trouvait Fan. Pendant presque un an, personne n'avait la moindre idée de ce qu'était devenue Fan, mais elle est soudainement réapparue comme si de rien n'était, et elle a assisté à un gala peu de temps après. Ses anciens fans ont immédiatement été indignés et ont exigé une explication concernant sa disparition et son rôle dans le scandale fiscal qui l'avait précédé. Fan n'a eu d'autre choix que de présenter des excuses publiques, ce qu'elle a fait ensuite, déclarant qu'elle aurait dû savoir qu'elle ne devait pas enfreindre la loi puisqu'elle est un modèle censé donner le bon exemple. Elle a finalement été reconnue coupable des accusations portées contre elle et a été condamnée à payer une amende énorme. Depuis, elle a commencé à reconstruire sa carrière, mais il paraît qu'elle se concentre actuellement sur l'industrie de la mode. Margot Kidder est devenue célèbre après son apparition dans le rôle de la journaliste Lois Lane dans Superman le film, sorti en 1978, née à Yellowknife, Canada, d'un expert en explosifs et d'une professeure d'histoire. Grâce au métier peu commun de son père dans les industries minières et des explosifs, la famille n'a vécu que dans des zones rurales et elle s'est rapidement habituée à la vie en plein air. Mais sa mère pensait que Kidder devait voir davantage du monde. Elle a emmené sa fille à New York pour voir la comédie musicale Bye Bye Birdie.
Compte tenu du fait que Kidder n'était même jamais allée dans une salle de cinéma, il n'est pas surprenant que cela ait eu un effet profond sur elle et qu'elle ait décidé de devenir artiste. Elles ont dû retourner dans leur maison rurale et avec le temps, Kidder est devenue plus mécontente. La plupart des membres de sa famille pensaient que ses rêves de devenir actrice étaient ridicules. Mais lorsqu'elle a été envoyée dans un pensionnat privé pour filles à Toronto, sa vie a enfin commencé à changer. Elle pensait pouvoir poursuivre ses ambitions, mais après son diplôme à l'Université de la Colombie-Britannique, elle est retournée à Toronto. Elle s'est lancée dans le mannequinat pour gagner de l'argent et, en 1986, a obtenu son premier rôle dans un court-métrage. Ensuite, elle a participé à plusieurs émissions de télévision canadienne et remporté 1 an plus tard le prix du nouveau talent exceptionnel aux Canadian Film Awards. Elle a fait ses débuts au cinéma américain dans Gayley, où elle est apparue aux côtés de Beau Bridge. Ses rôles suivants ont été jugés sans éclat et, frustrée par la direction que prenait sa carrière, elle a décidé de s'installer à New York. Elle a suivi des cours de théâtre avant de revenir à Los Angeles, où elle a commencé à fréquenter le réalisateur Brian De Palma. Sa carrière a enfin connu un certain essor lorsqu'elle est apparue dans le film d'horreur Sœurs de sang, réalisé par Brian De Palma. Et elle est devenue encore plus connue lorsqu'elle a été choisie pour jouer dans le film La Kermesse des Aigles. Elle a ensuite fréquenté le réalisateur Thomas McGuane, qu'elle a finalement épousé malgré son infidélité. Ils ont divorcé moins d'1 an après, puis elle a eu sa grande chance en incarnant Lois Lane. Après, sa carrière a fleuri et elle a rapidement gagné des millions de fans. Elle a joué dans les 2 films Superman suivants et a enfin réalisé son rêve. Mais en 1988, on lui a diagnostiqué un trouble bipolaire. Elle a refusé d'accepter cela et n'a pas pris les médicaments qui lui avaient été prescrits. Elle affirmait avoir toujours géré sa propre santé mentale et pouvoir continuer à le faire. Mais ce n'était pas le cas. Pendant 3 ans, Margot Kidder a écrit ses mémoires, mais un virus sur son ordinateur portable a effacé tout ce travail. Elle a demandé de l'aide à un expert en Californie, mais il n'a pas pu récupérer les fichiers. Et après avoir été remarquée en grande détresse, Margot Kidder a disparu. 4 jours plus tard, elle a été retrouvée sale, confuse et débraillée dans le jardin d'une famille en Californie. Elle s'était coupé les cheveux elle-même et affirmait avoir été agressée, mais aucune preuve de cela n'a jamais été trouvée. Pour le reste de sa vie, elle a continué à jouer au cinéma malgré des problèmes de santé mentale, mais restera à jamais dans les mémoires pour son interprétation emblématique de Lois Lane. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.